de DJ Rebelle pour Audiocité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Reneville, la quatrième conversation. Madame Belmont, profitant d'un beau jour, mena Mimi aux Champs-Élysées et sur l'avenue de Neuilly. Zozo était aussi de la partie. Au retour, Mimi prit sa poupée et lui parla ainsi. Zozo, vous allez avoir votre bonne nuit, parce que je suis fort mécontente de vous. Comment, mademoiselle, vous revenez sans chapeau et vous avez déchiré votre robe? Savez-vous bien que vous me coûtez beaucoup d'argent? Je n'en ai plus pour mon ménage. Vilaine petite fille que vous êtes. Elle la tape. Que dira votre papa quand je lui demanderai un chapeau pour vous? Il grondera. Voyez comme vous êtes sale. Aussi vous vous êtes traîné dans le sable fort joliment. Vos mains sont-elles assez noires? Ne me touchez pas, petite malpropre. Pourquoi, mademoiselle, avez-vous quitté maman aux Champs-Élysées? Pourquoi, malgré sa défense, avez-vous joué avec des petites filles que vous ne connaissiez pas? Ah, vous êtes désobéissante, vous allez avoir le fouet. Elle la fouette. Ha ha, vous l'avez bien mérité. Un chapeau perdu, l'ombrelle de maman cassée, une robe déchirée. Les enfants sont ruineux en vérité. En rentrant, comment avez-vous demandé à boire? Jeannette, donnez-moi à boire, sans dire s'il vous plaît ou je vous prie. Est-ce comme cela que je vous élève? Cette pauvre Jeannette qui est si bonne fille, vous lui parlez quelquefois avec un ton fort malhonnête. Je lui ai pourtant dit de ne vous rien donner que vous ne demandiez poliment. Mais vous abusez de sa bonté. Voyons un peu la mythologie. Il y a longtemps que je ne vous ai fait de questions sur cela. Qu'est-ce que Saturne? Il est fils du ciel et frère de Titan. Et Jupiter, c'est le fils de Saturne et de Cybèle. Quels sont les frères et sœurs de Jupiter? Cérès et Junon, ses sœurs, Neptune et Pluton, ses frères. Qu'est-ce que Cérès? La déesse des blés. Qu'est-ce que Jupiter? Le dieu du ciel. Quel est le dieu de la mer? Neptune. Et celui des enfers? Pluton. Qu'est-ce que Junon? La sœur et la femme de Jupiter. C'est fort bien, en voilà assez. Prenez votre ouvrage à présent. Si vous êtes bonne fille, demain je vous achèterai un chapeau. Faites ces tournées bien droits et à petits points. Pendant ce dialogue, Madame Belmont s'était déshabillée. Elle prit son ouvrage et appela sa fille qu'elle fit asseoir auprès d'elle. Mimi, lui dit-elle, avant que tu te couches, il faut que je te conte l'histoire d'une petite fille que j'ai vue aujourd'hui en faisant des emplettes. Je veux aussi te faire voir cette aimable enfant. Elle est charmante car elle est jolie et sage comme un petit ange. La petite marchande. Madame de Berlay resta veuve de bonne heure avec une petite fille de 6 ans. Cette dame loua une boutique. Elle se mit à vendre du fil, du ruban et toutes sortes de choses analogues. Blanche, c'est ainsi qu'on nommait sa petite fille, lui tenait lieu de fille de boutique. Cela t'étonne, Mimi, dit madame Belmont en s'interrompant. Et tu as raison, à 6 ans c'est bien jeune. Mais Blanche n'était pas une enfant ordinaire. Cette petite savait très bien lire. Elle connaissait toutes les étiquettes de la boutique. Quand sa maman était occupée, Blanche servait ceux qui venaient acheter du fil, des épingles, du ruban, etc. avec une grâce charmante. Elle était surtout complaisante et polie à faire plaisir. Sa vivacité, ses grâces, sa gentillesse la faisaient aimer de tout le monde. On venait exprès de bien loin pour voir la petite marchande, et en peu de temps la boutique fut achalandée, c'est-à-dire qu'il y vint un grand nombre de personnes pour acheter des marchandises, et Blanche en eut tout l'honneur. Ce n'est pas que sa maman ne s'entendît pas au commerce, au contraire, elle était douce, aimable, gracieuse. C'était elle enfin qui avait élevé Blanche, mais on s'intéressait davantage à la petite fille à cause de sa jeunesse. D'ailleurs, il est si rare de voir une enfant se livrer volontairement à des occupations sérieuses. Aussi, chacun parlait de la petite marchande, on l'élevait au ciel. Ne crois pas, Mimi, que Blanche fit parade de ses petits talents. Bien au contraire, elle était extrêmement modeste, et elle paraissait même ignorer l'admiration qu'elle inspirait. Quand sa maman tenait le comptoir, Blanche prenait sa petite chaise et s'asseyait sur le pas de la porte avec son ouvrage, sans lever les yeux pour voir les passants. Elle ourlait des mouchoirs, des serviettes, des cravates, et faisait des petites chemises pour les enfants, non pas pour s'apprendre à travailler, mais pour vendre.
car sa maman tenait aussi du linge tout fait. La petite marchande était payée par sa maman comme une ouvrière. Un ourlet 2 liards, une chemise d'enfant 6 sous, une nonne de feston 4 sous, ainsi du reste. Blanche mettait cet argent dans une tirelire et la retirait 2 fois l'année, au commencement de l'été et au commencement de l'hiver, pour s'acheter les choses dont elle avait besoin. Malgré ses occupations, Blanche trouvait encore du temps pour étudier. Sa mère la faisait lire 2 fois le jour, et un maître venait lui apprendre à écrire et à en compter. En peu de temps et par son application, la petite marchande en sut assez pour faire des factures, c'est-à-dire pour écrire le nom et le prix des marchandises que l'on vendait. En grandissant, Blanche devint de plus en plus la consolation de sa mère qui l'aimait à la folie. Bientôt la petite marchande eut occasion de faire connaître à quel point elle était raisonnable. Sa maman étant tombée malade très sérieusement, Blanche tint la boutique comme une grande personne. Elle eut la discrétion de ne point dire que sa mère gardait le lit, de sorte qu'on la croyait toujours près d'elle. La bonne se mêlait du ménage, elle soignait la malade, et Blanche, sans sortir du comptoir, recevait les acheteurs. Enfin la maman se rétablit. Elle trouva la boutique aussi florissante qu'elle l'avait laissée. Cette bonne mère reconnut avec plaisir qu'elle devait à sa fille la conservation de ses pratiques. Blanche devait éprouver des chagrins, personne n'en était exempt. Elle eut le malheur de perdre sa mère à 11 ans, et elle en fut inconsolable. Mais elle avait assez de raison pour modérer sa douleur, dans la crainte d'éloigner ceux qui venaient à sa boutique. Blanche reparut, en grand deuil, triste, mais toujours douce, polie, affable, comme du vivant de sa mère. Une de ses tantes vint demeurer avec elle, mais seulement pour tenir la maison. Blanche, devenue encore plus raisonnable par la perte qu'elle avait faite, fut en état de garder la boutique pour son compte. Son nom resta sur l'enseigne, et elle s'en trouva bien, car la réputation de la petite marchande était faite. En peu de temps, Blanche fit sa fortune. Elle la dut à son joli caractère et à sa bonne conduite. Mimi fut bien satisfaite de l'histoire que madame Belmont venait de lui raconter. La soirée s'était passée trop vite à son gré, et l'heure à laquelle elle avait l'habitude de se coucher étant sonnée, sa maman la fit mettre au lit. Le lendemain, madame Belmont étant indisposée, garda sa chambre. Mimi, qui aimait tendrement sa mère, ne voulut pas la laisser seule pour aller se promener. Il fallait bien passer son temps en quelque chose. Mimi s'entoura de chiffons, gronda sa poupée, prit et laissa 20 fois ses joujoux dans l'espace de 2 heures. Ne sachant plus que faire, elle s'empara du chat et lui mit une des cornettes de Zozo. Minet était si drôle avec cette coiffure que sa petite maîtresse rit aux larmes en le regardant. Comme le jeu plaisait à Mimi, elle voulut finir la toilette de Minet et l'habilla en dame. La petite parvint avec peine à lui mettre un collier et un fichu, mais lorsqu'elle en vint à la robe, Minet voulut s'enfuir. Cependant, Mimi avait résolu d'en venir à son honneur. Elle prit une des pattes du chat et la fourra dans une manche avec beaucoup de peine. Mais quand ça vint à l'autre, Minet miaula, jura à faire trembler parce que Mimi lui faisait du mal. La petite lui donna de bons soufflets. Elle était contrariée de ne pas le trouver assez complaisant pour se prêter à ses fantaisies. Voyant qu'il lui était impossible de lui faire mettre la robe de Zozo, elle la lui attacha sous le col. Minet, impatienté d'être tourmenté ainsi, profita d'un moment où il était libre pour se sauver sous le lit, mais la petite, l'ayant attrapé par la queue, le tira de toutes ses forces. Le chat, déjà en colère, se retourna avec vivacité et lui égratigna la figure, les bras et les mains. Puis il s'échappa malgré elle. Mimi se mit à pleurer, autant d'humeur que du mal que Minet lui avait fait. Madame Belmont, qui connaissait sa fille, se douta de l'aventure en voyant courir Minet en robe traînante et coiffée si joliment. « Pourquoi pleures-tu, Mimi ?» lui demanda-t-elle. « C'est que Minet m'a égratigné. »« Cela m'étonne, il est si doux. Tu lui as donc fait du mal ?»« Non, maman. »« Tu mens, Mimi. Je l'ai seulement tiré par la queue, mais c'est que je voulais le retenir. » Au même instant, Minet parut affublé du bonnet et de la robe de Zozo. Madame Belmont ne put s'empêcher de sourire. Elle appela le chat, le débarrassa de ses chiffons, et se trouvant mieux, elle se mit sur son séant,
fit venir Mimi auprès d'elle et lui raconta l'histoire suivante. Histoire de Marinette. Il y avait une fois une petite fille nommée Marinette qui, toute jeune, annonçait un mauvais cœur en faisant du mal aux animaux. Sa maman lui disait: Ma bonne amie, les pauvres bêtes que tu te plais à tourmenter ont comme toi de la chair, du sang et des os. Dans le nombre, il y en a d'infiniment petites, mais ce n'est pas une raison pour qu'elles souffrent moins. Un petit chien à qui on casserait une patte éprouverait les mêmes douleurs que les plus gros de son espèce. Une mouche dont on arrache les ailes se plaint à sa manière. On ne l'entend pas parce que sa petite voix ne peut frapper l'oreille. Que dirait-on d'un homme qui, pour s'amuser, crèverait un œil à un âne, couperait la tête d'un cheval, casserait les quatre pattes d'un chien et ferait mille autres cruautés de cette espèce par simple passe-temps? On le fuirait comme un monstre redoutable à l'espèce humaine, parce qu'on ne pourrait croire qu'il fût capable d'en agir ainsi avec les animaux si son cœur n'était pas dur et impitoyable. Cela s'applique à toi, Marinette, continuait la maman. Que penseront ceux qui te voient sans cesse prendre des mouches pour les enfiler, leur casser les pattes, arracher leurs ailes et leur couper la tête? Est-ce la facilité que tu as à détacher ces parties de leur corps qui te fait croire que ces petits animaux ne souffrent point? Si tu penses ainsi, ma chère, tu t'abuses. Vois les précautions que l'on prend avec un petit enfant pour ne pas lui briser les os. Si on le laissait tomber avant qu'il ait pris des forces, il se casserait bras et jambes et souffrirait des douleurs incroyables. Tout être vivant, ma chère amie, est susceptible de la même sensibilité, et c'est être barbare de se faire un jeu d'ôter la vie, même à un insecte. Ces excellentes leçons faisaient peu d'effet sur Marinette, qui s'amusait d'un chat, d'un chien, d'un oiseau comme elle l'eût fait d'un morceau de carton. Un jour, Madame de Lime, sa maman, céda à sa prière en prenant un joli chat à poils longs, blanc comme la neige. On cherchait à intéresser Marinette à ces petits êtres par la vue journalière de leur gentillesse. D'abord, l'enfant caressa beaucoup le minet qu'elle nomma Bibi, mais bientôt, devenant exigeante, elle lui fit faire l'exercice et mille autres choses que Bibi n'aimait pas du tout. Alors mademoiselle Marinette le tapait de la bonne manière, et si madame de Lime n'était pas là pour le protéger, Bibi avait les pattes tortillées, les poils arrachés et force soufflées. Marinette, en colère, ne le ménageait pas. Madame de Lime eut un chien. Elle se flatta que les aimables qualités de ce fidèle animal gagneraient le cœur de sa fille. Ce beau caniche fut nommé Pouf. Il devint bientôt l'ami de la maison et s'attacha surtout à la petite, quoiqu'elle le maltraitât souvent. Or, il arriva qu'un jour, monsieur et madame de Lime étant à la promenade dans un jardin public où il y avait beaucoup de monde, se trouvèrent séparés de leur fille, qu'on juge de l'inquiétude de ses bons parents. Ils s'aperçurent aussi que Pouf n'était plus avec eux. Ils cherchèrent partout Marinette. N'en ayant pas eu de nouvelles, ils revinrent chez eux à la nuit, bien affligés. Marinette était arrivée avant eux à la maison. Pouf, qu'elle tenait en laisse, l'y avait conduite aussitôt qu'il avait perdu ses maîtres. Si la petite fut bien embrassée, le chien, intelligent et fidèle, lui aussi sa part de caresses. Marinette seule ne lui sut aucun gré du service qu'il lui avait rendu. Le bon chien semblait redoubler d'attachement pour l'enfant, mais il avait beau faire, Marinette ne s'en apercevait pas. Jamais la petite ne le flattait, jamais on ne lui voyait donner une seule bouchée de pain à ce bon animal. Pouf venait auprès d'elle en remuant la queue, il lui donnait la patte, lui léchait les mains. La méchante enfant répondait à ses signes d'affection par un coup de pied ou en le frappant de ce qu'elle tenait alors, ce qui quelquefois faisait faire des cris lamentables au pauvre chien. Cependant, les duretés de cette petite fille ne rebutèrent point le fidèle Pouf, qui semblait dire: Tu es la fille de mon maître que j'aime, je dois t'aimer aussi. Marinette grandit sans devenir plus sensible pour les animaux. Tous les jours, malgré la surveillance de sa maman, il y en avait quelques-uns de sacrifiés à ses cruels plaisirs. Une fois, entre autres, la seule pensée m'en révolte, une marchande qui ne la connaissait pas lui donna un petit moineau. Marinette lui attacha un ruban à la patte et le fit voler comme un hanneton. Le malheureux oiseau tomba par terre tout étourdi. Le chat sauta dessus et le mangea. Marinette fut plus surprise qu'affligée de cette aventure,
Mais sa maman étant survenue et ayant appris ce qui venait de se passer, fouetta sa petite fille d'importance. Marinette l'avait bien mérité. Qu'en penses-tu, Mimi? Oh, c'était une méchante que cette demoiselle. Qu'elle ne vienne pas prendre notre petit serin, je l'en empêcherai bien. Dès ce moment, il fut défendu à la méchante Marinette de prendre des mouches ou autres insectes, de jouer avec des hannetons et surtout de toucher aux oiseaux, aux chats et aux chiens, sous peine d'être punie sévèrement. Marinette avait 6 ans, et son cœur ne s'était pas encore attendri une seule fois sur le sort des petits malheureux qui étaient tombés entre ses mains, lorsqu'un événement qui arriva à cette époque la changea tout à coup et la rendit aussi sensible qu'elle avait été dure jusqu'alors. J'ai dit que Pouf, toujours bon, toujours fidèle, lui témoignait la plus vive affection malgré les mauvais traitements qu'elle lui faisait souffrir. On eût dit même qu'il avait pour elle une préférence marquée, soit que l'enfant s'intéresse jusqu'aux animaux mêmes, soit qu'élevés ensemble, ce chien eût pris pour elle un attachement plus tendre que pour monsieur et madame de Lim. Quelques affaires étant survenues à monsieur de Lim, la petite famille fut obligée de faire un voyage à 60 lieues de sa demeure habituelle. Il était impossible d'emmener le fidèle Pouf. On le recommanda aux domestiques, et malgré les signes d'une douleur bien sincère, le chien resta à la maison. Privé de ses chers maîtres, Pouf ne voulut prendre aucune nourriture. Il se lamentait le jour et la nuit, et se tenait couché constamment sur une robe du matin de Marinette qu'on avait laissée par mégarde sur un fauteuil. Pendant 8 jours, Pouf ne but que de l'eau. Il était dévoré par une fièvre ardente qui causa sa mort. La famille étant revenue, ce bon chien rassembla toutes ses forces pour témoigner à ses chers maîtres combien il était content de les revoir. Ensuite, il fut se coucher aux pieds de Marinette, lui fit 1000 caresses, et tournant ses yeux sur elle comme pour lui dire un dernier adieu, il expira. Marinette pleura amèrement son cher Pouf. Cette mort singulière avait fait une forte impression sur son esprit. Depuis ce temps, elle fut toujours bonne pour les pauvres bêtes qui se trouvèrent dans sa dépendance. Elle se reprocha souvent la conduite qu'elle avait tenue avec eux dans ses jeunes années. Maman, dit Mimi à Madame Belmont lorsqu'elle eut fini, est-ce que les chiens sont aussi bons que vous le dites dans cette histoire? 1000 fois davantage, ma bonne amie. On a vu souvent un chien sauver la vie à son maître ou mourir pour lui prouver sa fidélité, soit du chagrin de l'avoir perdu, soit pour ne pas abandonner le dépôt confié à sa garde. Maman, les chats ne sont-ils pas si attachés que les chiens? Ma fille, ils le sont aussi à leur manière, mais leur attachement est moins désintéressé, moins touchant que celui du chien. Un chat est un animal utile. Il a beaucoup d'instinct et il est parfois très aimable. Sans m'arrêter à chercher ceux d'entre les animaux qui méritent particulièrement notre affection, je répéterai qu'en général il faut les traiter tous avec douceur, leur donner le nécessaire puisqu'ils sont dans notre dépendance, et ne jamais leur faire de mal, à moins d'y être forcé par la nécessité. Mais ce que nous mangeons, il faut bien les tuer. Hélas, oui, il le faut, mais ce serait une barbarie de les faire souffrir avant de leur donner la mort. Celui qui les bat impitoyablement est bien coupable. Cela me rappelle une petite histoire que je vais te raconter. Oh, tant mieux, maman, tant mieux. Le méchant petit garçon. Paul était un jeune homme querelleur et méchant. Aussi, il n'était aimé de personne à cause de ses mauvaises qualités. Son plus grand plaisir était de faire du mal à tous les animaux qu'il rencontrait. S'il voyait un chien dans la rue, il lui jetait une pierre ou lui donnait un coup de bâton. Il se faisait un jeu de faire sauter les chats par les fenêtres. Quelquefois même, il leur coupait les oreilles et la queue. C'était pour lui des gentillesses. Un jour, il attela un chien à un chariot qu'il avait chargé de pierres. Tu es maintenant mon cheval, lui disait-il, et il le frappait rudement parce que ce petit animal ne pouvait pas traîner ce chariot, dont la charge excédait ses forces. Sur ces entrefaites, Nicolas, père de Paul, arriva par hasard. Témoin de la cruauté de son fils, il le saisit par le bras, et l'attachant à une grande voiture, il lui ordonna de la traîner. Paul, incapable de remuer seulement cette lourde masse, assura son père que cela lui était impossible. Nicolas, sans l'écouter, prit un fouet et lui en donna sans miséricorde. Le petit garçon jetait les hauts cris. Ce traitement t'amuse-t-il lui demanda son père.
Paul ne répondit que par ses pleurs. Eh bien, ajouta Nicolas, penses-tu que ce chien que tu fais souffrir soit moins sensible que toi à la douleur et que les coups de fouet lui soient plus supportables qu'à toi? Tu ne dois faire de mal à aucun être vivant, si tu ne veux à ton tour être maltraité toi-même. Souviens-toi de cela. Paul oublia bientôt cette leçon. Quelques semaines après, une hirondelle lui tomba entre les mains. Il lui arracha toutes les plumes, les unes après les autres. Son père découvrit encore ce nouveau trait de cruauté. Ô Dieu, dit-il en soupirant, que je suis malheureux d'être le père d'un enfant qui sera peut-être un jour la honte et l'opprobre de ma maison. Transporté de colère, il se rendit auprès de Paul et lui dit « Méchant enfant, ne t'avais-je pas averti que toutes les fois que tu ferais du mal aux animaux ou que tu serais cruel envers un être vivant, quel qu'il fût, je le serais de même envers toi? Tu as arraché sans pitié les plumes de ce petit oiseau, et ces cris plaintifs n'ont pas ému ton cœur de roche. Je veux te donner une idée des douleurs excessives que tu as causées à cette innocente créature. » En même temps, Nicolas saisit le méchant Paul par les cheveux et lui en arracha une touffe. Paul poussait des cris lamentables, mais personne ne le plaignait parce qu'on connaissait son mauvais cœur. Un jour que Paul avait fait une nouvelle méchanceté, un homme de mérite qui en fut témoin la lui reprocha avec amertume. Il lui prédit un avenir funeste. « Il est impossible, lui dit-il, que vous ne trouviez point quelque jour le châtiment des souffrances que vous faites endurer à ces animaux que Dieu n'a donné à l'homme que pour être sa joie et sa satisfaction. Si jamais vous éprouvez de grandes douleurs, souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. » Paul se moqua des remontrances et des prédictions de l'honnête homme qui lui parlait. Il continua d'être cruel envers les animaux et finit enfin, comme cela devait être, par être barbare avec ses semblables. Il fut même sur le point de tuer un de ses amis qui lui reprochait ses défauts. Étant devenu grand, Paul se fit soldat. Mais qu'arriva-t-il? Dans la première bataille où il se trouva, un boulet de canon lui emporta les deux jambes. On l'enleva comme mort. Les douleurs inexprimables qu'il ressentit ensuite lui arrachèrent des cris affreux. Lorsqu'on mit le premier appareil sur ses blessures, l'aumônier du régiment ecclésiastique, pieux et zélé, cherchait à lui inspirer du courage et de la patience. Mais les douleurs insupportables que Paul souffrait lui rendaient ces consolations tout à fait inutiles. Quand il fut plus calme, il se souvint des cruautés qu'il avait exercées dans sa jeunesse envers les animaux. Il se rappela aussi la prédiction qui lui avait été faite par l'ami de son père. « Ah !» s'écriait-il, « qu'ai-je fait? Je sens à présent la grandeur de ma faute. Dieu est juste, il me punit comme je l'ai mérité. » Paul, tout estropié, vécut encore 10 ans, allant de ville en ville pour recueillir quelques aumônes. Cette vie misérable n'était encore rien en comparaison des reproches qu'il s'adressait à lui-même, car de tous les maux, le plus insupportable est la certitude d'avoir mérité les peines que l'on souffre. Lorsque Madame Belmont eut fini cette histoire, elle renvoya Mimi à ses joujoux. La petite fille, selon son habitude, causa bien bas, avec sa poupée. « Il y a longtemps, Zozo, lui dit-elle, que je ne vous ai interrogé. Voyons un peu si vous êtes bien savante. Combien y a-t-il de jours dans l'année? 365. Dans le mois? 30 ou 31. Dans la semaine? 7. Nommez-les. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Combien y a-t-il de mois dans l'année? 12. Nommez-les. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est bien, je suis contente de vous. Tenez, voici une pièce neuve pour votre récompense. Venez que je vous embrasse. » Mimi et Zozo répétaient toujours à peu près les mêmes choses. C'étaient des leçons de lecture ou de politesse. Mimi était l'écho de sa mère. Un jour que la petite avait rempli ses devoirs mieux encore que de coutume, sa maman la fit venir auprès d'elle pour lui conter une histoire, chose qu'elle aimait par-dessus tout. « Viens ici, ma bonne amie, lui dit Madame Belmont. J'ai une histoire à te raconter. » Mimi prit son petit tricot. Elle fit s'asseoir auprès de sa maman comme une fille raisonnable, et Madame Belmont commença ainsi. Le revenant. Il y avait une fois une petite fille nommée Lolotte, qui avait peur de son ombre. Elle n'aurait pas été seule sans lumière la nuit dans un lieu obscur pour un trésor.
Lolotte était âgée de 10 ans. Elle couchait dans une chambre dont la porte donnait dans le cabinet de sa bonne. Lolotte se portait bien. On pouvait sans crainte la laisser seule lorsqu'elle était couchée. Depuis 1 an que cette petite avait quitté la chambre de sa mère, il ne lui était rien arrivé de fâcheux. Une nuit, cependant, Lolotte fut réveillée en sursaut par un vacarme effroyable. Il lui sembla que quelqu'un brisait à plaisir le déjeuner de porcelaine de sa maman. La pauvre Lolotte fourra sa tête dans son lit et se couvrit de sa couverture. Elle était plus morte que vive et n'osait même pas respirer. Ce bruit ayant cessé, un autre aussi extraordinaire lui succéda. Lolotte entendit distinctement tomber une chaise et un guéridon, et sauter en éclats la carafe et le gobelet qui étaient dessus. Cette fois la petite crut que la maison tout entière était tombée sur elle. Tremblante de tous ses membres, elle eut cependant le courage de regarder autour d'elle, mais elle vit un monstre, gros comme un éléphant, qui faisait des grimaces effroyables. Elle crut même qu'il s'approchait de son lit, sans doute pour l'étrangler. La crainte de la mort donna à Lolotte la force de sauter en bas du lit pour se cacher dans la ruelle. Sa tête était tout à fait perdue. Lorsqu'elle eut mis machinalement les 2 pieds à terre, elle se sentit arrêtée par sa chemise. Pour le coup, Lolotte crut être au pouvoir de l'esprit. Elle fit un cri perçant et tomba sans connaissance. Cependant la bonne s'était réveillée au bruit. Elle entra avec de la lumière, vit Lolotte évanouie, accrochée par sa chemise à un clou de sa couchette, et toute la chambre sens dessus-dessous. À cette vue, la bonne resta interdite. Elle releva l'enfant, qui avait la pâleur de la mort sur sa figure, et elle appela le papa et la maman de la petite. On fit revenir Lolotte, et on lui demanda l'explication du dégât qui s'était fait. Lolotte assura qu'elle avait vu un revenant, qu'il avait voulu prendre dans son lit, et qu'elle en était bien sûre. Les gens raisonnables, qui savent très bien qu'il n'y a point de revenant, cherchent à s'instruire de la cause d'un bruit quelconque qu'ils ne connaissent pas. Il n'en est pas ainsi des enfants qui se plaisent à croire des choses impossibles, parce que le merveilleux flatte leur imagination. La maman de Lolotte ne se paya pas d'une réponse aussi peu vraisemblable. Lorsque la petite eut repris ses sens, il s'établit entre elle et sa mère le dialogue suivant. Raconte-nous donc, Lolotte, ce qui t'est arrivé. Maman, je ne le sais pas moi-même. As-tu vu quelqu'un? Non, ce n'était pas une personne. Mais pourquoi as-tu crié? Pourquoi t'es-tu trouvé mal? Ah, j'ai eu si grand peur. Un spectre m'a précipité du lit. Tu ne sais ce que tu dis, Lolotte. Maman, un esprit, j'en suis sûre, est venu dans ma chambre. Il a brisé vos porcelaines, renversé la chaise, le guéridon et fracassé le verre et la carafe. Je sais qu'effectivement il est arrivé cette nuit quelque chose d'extraordinaire, mais tu ne me persuaderas pas, ma fille, qu'il y ait des revenants. Compte ces enfantillages aux petites demoiselles de ta pension, et non pas à ta mère. Je vois ce que c'est. Tu as fait un rêve qui t'a troublé l'esprit, conviens-en. Oh, je ne dormais point, maman, je vous assure. J'étais à peine couchée lorsque j'ai entendu casser tout à la fois les tasses et les soucoupes de votre cabaret. La frayeur que j'ai eue m'a fait enfoncer la tête dans mon lit. Au second bruit, bien plus fort que le premier, j'ai regardé à travers les rideaux, et j'ai vu un animal énorme pour la grosseur, qui jetait du feu par la bouche et par les narines. Ses yeux étaient comme 2 lumières qui éclairaient toute la chambre. J'osais à peine respirer. Tout à coup, ces 2 lumières ont disparu. J'ai entendu alors remuer les volets de la fenêtre, et quelque chose de pesant s'était lancé contre le mur et retombé lourdement. C'était bien un revenant, car j'ai entendu le bruit des chaînes qu'il traînait. Mais pourquoi n'as-tu pas appelé? Je n'en avais pas la force. Ma langue refusait ses services. Pendant quelques moments, tout a été tranquille. Mais bientôt, à la lueur de la lune, j'aperçus un spectre effrayant qui se tenait près des rideaux de ma fenêtre. Il me paraissait tantôt grand, tantôt petit. Je me cachai le visage de mes mains pour ne pas le voir. Je fis même quelques efforts pour me lever, afin de me cacher dans mes couvertures. Mais je perdis tout à fait la tête quand je vis l'esprit venir à moi. Il m'a saisi par le milieu du corps et m'a précipité en bas de mon lit. Oh mon Dieu, je frissonne encore quand j'y pense. Jamais, jamais je ne coucherai dans cette chambre où il revient des esprits. On ne contraignit point Lolotte à coucher dans sa chambre,
la nuit suivante, car on voulait savoir auparavant qui avait tout culbuté dans cette pièce. La première chose qui était venue à l'idée du papa et de la maman, c'est que la petite s'était levée en rêvant et s'était effrayée elle-même en renversant le guéridon sur lesquels étaient le gobelet et la carafe. Cette pensée assez vraisemblable une fois adoptée, tout le reste s'expliquait aisément, car on avait trouvé Lolotte accrochée par sa chemise en voulant descendre de son lit. Ce n'était donc rien, ou presque rien. Le papa, qui voulait prouver à sa petite fille que rien n'arrive dans le monde sans une cause simple et naturelle, décida que Lolotte coucherait auprès de sa mère et que lui prendrait le lit de sa fille la nuit suivante. Cette mesure était d'autant plus sage que par là on s'assurait si la petite ne prenait pas l'habitude de se lever en dormant, ce qui aurait pu arriver. D'un autre côté, le papa lui prouvait, en couchant dans cette chambre, qu'il n'y avait rien à craindre, car personne ne s'expose volontairement à un danger certain. Le soir étant venu, Lolotte coucha auprès de sa mère, comme il avait été résolu, et elle dormit fort bien. Quant à son père, il ne tarda pas à être réveillé par un bruit qui l'étonna et le fit mettre sur son séant. Il entendit casser un carreau. Comme il était dans le premier sommeil, il s'imagina que c'était un voleur qui voulait ouvrir sa fenêtre pour entrer dans l'appartement. Le clair de lune lui permettait de voir la croisée, et même toute la chambre. Ce monsieur eut beau tenir ses yeux fixés sur la fenêtre, rien ne lui annonça qu'un homme chercha à s'introduire dans sa demeure, et par réflexion, il rit en lui-même d'avoir pu seulement arrêter sa pensée à une chose aussi impossible, puisque son appartement était au 3e étage. À la vérité, il y avait un toit de communication qui se trouvait tout proche, mais un homme n'aurait pu s'y tenir ni y arriver. Le père de Lolotte faisait toutes ces réflexions lorsqu'un nouveau bruit se fit entendre. Ayant tourné les yeux de ce côté, tous ses doutes furent éclaircis. Il vit le voleur, car c'en était un, ou plutôt l'éléphant, le spectre de la veille. Un couvercle étant tombé, le père de Lolotte aperçut un chat, qui s'étant effrayé, cherchait à s'enfuir, tenant à sa gueule un morceau de viande qu'il avait pris. Comme il importait au papa de désabuser sa fille, il sauta légèrement du lit et boucha la fenêtre. On réveilla la petite. Elle vit le chat qui avait encore son vol à la gueule. On lui apprit de plus que la veille, la bonne avait trouvé la fenêtre ouverte, circonstance qui s'était échappée de sa mémoire. Dès lors, Lolotte fut guérie pour toujours de la peur des revenants. Dans la suite, lorsqu'elle entendait du bruit, elle allait voir et toucher la chose qui l'inquiétait. Elle s'assurait par là qu'elle aurait eu tort de s'en effrayer. C'est ainsi que Lolotte, de poltronne qu'elle était, devint hardie et courageuse la nuit sans lumière. Oh, dit Mimi quand sa maman eut achevé son histoire, je serai bien comme Lolotte, je n'ai pas peur. Je te prends au mot, Mimi, va me chercher mon mouchoir que j'ai laissé sur ma bergère auprès de mon lit. Mimi y alla sur-le-champ, en riant de toutes ses forces. Elle ouvrit la porte de la chambre et s'avança hardiment mais beaucoup trop vite. Elle attrapa un tabouret qui se trouvait sur son chemin et tomba dessus en jetant un cri. Madame Belmont courut à elle avec une lumière et la trouva tout en larmes. « T'es-tu blessée, ma fille ?» lui demanda cette tendre mère. « Non, maman. Pourquoi pleures-tu donc? C'est que j'ai eu peur. » « De quoi? Je n'en sais rien. Tu as déjà oublié comment Lolotte s'est guérie de ses veines frayeurs? Si d'abord tu eusses marché avec précaution et qu'en heurtant le tabouret avec ton pied, tu y eusses porté la main, tu aurais vu qu'il n'y avait rien de redoutable. Allons, je vois que tu es encore trop enfant pour faire ton profit de la leçon que je t'ai donnée. Remettons-en les faits à un autre temps. » Piquée d'être appelée enfant, Mimi chercha 1000 prétextes dans la soirée pour aller sans lumière dans le salon, dans la salle à manger et dans les cabinets. Madame Belmont n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Elle recommanda seulement aux domestiques de ne rien laisser sur le chemin de la petite qui pût lui faire du mal. Mimi était si fière de sa victoire qu'il fallut se fâcher pour l'empêcher de courir de côté et d'autre dans les ténèbres, au risque de se casser la tête. Toute joyeuse de s'être conduite ainsi, la petite pria sa maman de lui conter une histoire. « Il n'est pas encore 8 heures, ma chère petite maman, lui dit-elle. Je ne me couche pas plus tôt. Contez-moi une histoire, je vous prie. » Madame Belmont devait une récompense à sa fille pour avoir vaincu sa timidité. « J'y consens, lui dit cette dame. Écoute.
Histoire de Maximilien. Celui qui veut être heureux et contribuer au bonheur des autres doit faire tous ses efforts pour pratiquer cette belle maxime. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fît pour toi-même. Je vais te raconter une histoire que j'ai lue quelque part, ma chère Mimi, qui te prouvera que Dieu récompense toujours les hommes pieux et bienfaisants, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. On voit en Alsace un château fort appelé Steinberg. Il était autrefois habité par un riche comte qui avait un fils unique, objet de sa plus tendre affection. Maximilien, c'était le nom de cet enfant chéri, était vif, aimable, actif, laborieux. Il mettait son bonheur à se livrer à l'étude, à faire du bien aux pauvres et à contenter son père et sa mère. Sa piété filiale le faisait surtout admirer, car il ne semblait vivre que pour aimer ceux qui lui avaient donné le jour. Maximilien, qui, comme nous l'avons dit, ne cherchait qu'à s'instruire, aimait surtout les livres de voyage. Lorsque le comte lui parlait des pays étrangers, des mœurs et des usages des peuples qui sont répandus sur la surface du globe, on voyait la joie la plus vive se peindre sur le visage de cet enfant, qui témoignait à son père le désir de voyager lorsqu'il serait grand. Le comte, ayant des affaires qu'il appelait à Paris, résolut d'emmener son fils, ce qui rendit cet enfant bien joyeux. Heureux au-delà de toute expression, il entendait avec impatience le jour du départ. Ce moment si désiré arriva enfin. Dès que le petit Maximilien eut perdu de vue le château de Steinberg et qu'il fut arrivé à la première ville, il lui fut impossible de contenir sa joie. Sa riante imagination lui peignait des plus riches couleurs les beaux pays qu'il allait parcourir. Lorsqu'ils furent éloignés d'une journée de Steinberg, ils prirent un chemin de traverse qui les conduisit dans un bois fort épais dans lequel ils s'égarèrent. Le jour était sur son déclin. Arrivés au milieu de cette sombre forêt, ils furent entourés par des brigands qui, d'un coup de pistolet, renversèrent d'abord le cocher. Les chevaux s'arrêtèrent. Dans l'instant, 6 voleurs armés jusqu'aux dents se saisirent de la voiture et massacrèrent le vieux comte, qui en brave militaire leur vendit chèrement sa vie, car il en blessa 2 grièvement. Ils jetèrent hors de la voiture le pauvre Maximilien qui était légèrement blessé, et pour ne laisser aucune trace de leur crime, ils mirent les 2 cadavres dans le carrosse. L'un d'eux monta sur le siège pour servir de cocher, et bientôt ils disparurent. L'infortuné Maximilien, pénétré de douleur, se traînait çà et là et conjurait à haute voix le Seigneur de bien vouloir le délivrer du danger où il était. Un pauvre charbonnier qui demeurait dans cette forêt entendit la voix plaintive de cet enfant. Cet homme avait pour maxime de se conduire envers les autres comme il désirait qu'on se conduisît envers lui. Ainsi il ne délibéra pas longtemps sur le parti qu'il avait à prendre. Il courut du côté d'où partaient les gémissements et trouva notre malheureux enfant, blessé et pouvant à peine se soutenir. L'honnête charbonnier mit de son mieux le premier appareil sur les blessures de Maximilien. Il le chargea ensuite sur ses épaules et le porta à sa chaumière qui était à une demi-lieue et située dans le plus épais du bois. François, c'était le nom du charbonnier, avait 6 enfants, qu'il ne nourrissait qu'en se livrant chaque jour à un travail pénible. Mais il avait appris de bonne heure à se contenter de peu et à remercier Dieu des moindres faveurs qu'il en recevait. Ses enfants, élevés dans ses principes, étaient toujours joyeux. Nourris d'un pain noir et d'un peu de lait, ils s'estimaient plus heureux que des rois. Jamais l'envie, l'ambition et les autres vices qui font le malheur de l'espèce humaine n'étaient entrés dans leur cœur. Arrivé à sa cabane, François déposa sur un banc le petit Maximilien et dit à ses enfants: « Je vous amène un frère, mes bons amis. Cet enfant est bien malheureux. Des voleurs viennent d'assassiner son père et lui-même serait probablement mort cette nuit si le hasard n'eût guidé mes pas dans l'endroit où il était. Joignez-vous à moi pour remercier Dieu du bonheur que j'ai eu de l'attacher au sort qui l'attendait. Mon intention est de rendre cet enfant à ses parents, si je puis les découvrir, sinon de le garder et de l'élever avec vous. Dites-moi, mes amis, l'aimerez-vous comme un frère? » Tous s'empressèrent de répondre: « Oui, nous l'aimerons de tout notre cœur. » En même temps, lui prodiguèrent les caresses les plus touchantes et lui dirent: « Petit frère, ne vous chagrinez pas,
nous vous aimerons bien. Notre père vous aime déjà autant que nous. Il ne faut pas pleurer. Maximilien s'efforça de retenir ses larmes pour ne pas affliger le bon François et les bons frères que la fortune venait de lui donner. Mais dans son cœur, il ne put se consoler de la mort affreuse de son respectable père. Pendant que les enfants du charbonnier consolaient le petit comte, Anne, leur mère et femme de François, arriva, portant sur ses épaules une charge de bois sec. François la prit par la main et lui raconta la triste aventure du jeune enfant. Tu vois, femme, ajouta-t-il, qu'il n'y avait pas moyen d'abandonner ce petit dans un endroit si dangereux. Il sera le 7e, mais Dieu nous bénira à cause de lui. Anne avait un bon cœur. Elle dit à son mari qu'à sa place elle en aurait fait tout autant, et caressa le petit comte d'un air franc et ouvert qui inspira de la confiance à cet enfant. Ainsi accueilli, Maximilien se livra peu à peu à ses nouveaux amis, et sa vive douleur fit place insensiblement à l'affection et à la reconnaissance pour la respectable famille qui l'avait reçu dans son sein. Cependant, le bon François ne manqua pas de questionner Maximilien sur sa famille et de tâcher de savoir de lui le nom de ses parents, dans l'intention de le rendre à sa mère. Mais ce jeune enfant, qui n'avait jamais entendu appeler son père que Monsieur le Comte, ne put dire le nom de sa famille ni l'endroit qu'elle habitait. Il fallut donc renoncer à cet espoir et attendre tout du temps. Maximilien se trouvait heureux chez le charbonnier. Dans le château de son père, il n'avait point été accoutumé à la délicatesse. C'est pourquoi il s'habitua bien vite à la vie dure de ces pauvres gens. Ce bon petit comte partageait autant que ses forces pouvaient le lui permettre les travaux de son père nourricier et ceux de ses frères adoptifs. Aussi il était chéri de tous. Anne bénissait l'heure et le jour où il était entré dans la maison. Maximilien, quoique fort jeune, était bien plus savant que ses frères. Aussi les soirs, quand la journée était finie, il leur racontait quelques histoires qu'il avait retenues du temps qu'il lisait avec son père. C'étaient toujours de bons et honnêtes enfants bien pauvres, qui par leur application au travail étaient ensuite devenus riches. Le charbonnier admirait le bon sens de cet enfant, et il était enchanté de son esprit. Maximilien se distinguait jusque dans ses jeux. Il formait ses frères en les amusant. Quelquefois il leur apprenait des chansons instructives à la portée des enfants. Enfin, s'étant procuré quelques livres, il acheva d'apprendre à lire et à écrire et servit de maître à ses frères. Notre jeune comte devint bientôt l'enfant chéri de cette pauvre famille, qui se faisait un plaisir de partager avec lui un pain grossier, gagné par un travail opiniâtre et peu lucratif. Maximilien oublia son premier état, mais il n'oublia ni son père ni sa mère. Lorsque dans la solitude il se représentait le comte, massacré par des brigands, des larmes brûlantes inondaient ses joues. Il élevait les yeux et les mains vers le ciel, et priait avec ferveur pour l'âme de ce père chéri. Lorsque François le trouvait occupé de ce pieux devoir, il priait avec lui et le consolait de son mieux, en relevant son courage abattu et en lui inspirant une grande confiance en Dieu. Cependant, la mère de Maximilien, n'ayant point reçu de nouvelles de son mari ni de son fils, était inconsolable. Elle se persuada qu'un voyage pourrait dissiper en partie ses chagrins, et peut-être lui faire retrouver ce dont elle regrettait tant la perte. Elle se mit donc en chemin. Le hasard voulut qu'elle entrât dans la même forêt où son mari avait été assassiné. La chaleur était excessive en ce jour-là. La comtesse descendit de voiture pour se reposer un moment. Le premier objet qui se présenta à elle fut un jeune et joli enfant qui dormait à l'ombre. Elle l'examina avec attendrissement et se rappela son fils. Son visage se couvrit de larmes. Cet enfant était le plus jeune des fils du charbonnier, qui près de là s'occupait à faire des fagots. Henri, c'était le nom de l'enfant, se réveilla et parut étonné de voir une belle dame à côté de lui. La comtesse se prit dans ses bras, lui fit 1000 caresses et lui donna une pièce d'or. Le charbonnier étant venu sur ces entrefaites, la comtesse s'adressa à lui. « Je suis riche, lui dit-elle, je n'ai point d'enfant. Donnez-moi celui-ci, je le ferai élever avec soin, et j'assurerai son bonheur. En un mot, je le regarderai comme mon fils. » « Ce que vous me proposez, madame, répondit François, mérite toute ma reconnaissance.
Mais grâce à Dieu, mes enfants ont en moi un père qui, en travaillant, peut leur donner du pain. Tant que je vivrai, je ne m'en séparerai point, et je tâcherai d'en faire de bons et laborieux cultivateurs. Souffrez donc, madame, que je garde mon Henri. Mais pour répondre à votre désir, je puis vous faire voir un aimable jeune homme, qui n'est point mon fils, et que j'aime comme s'il m'appartenait. Cet enfant a perdu son père, il a été élevé dans l'abondance, et mérite un sort plus brillant que celui que je peux lui offrir. Prenez-le avec vous, le Seigneur récompensera votre générosité par d'abondantes bénédictions. Où est cet enfant demanda la comtesse. Montrez-le-moi. François répondit à cette dame qu'il allait paraître dans le moment. Aussitôt la femme du charbonnier amena Maximilien. La comtesse ne l'eut pas plutôt vu que, le reconnaissant pour son fils, elle fut sur le point de tomber en faiblesse. De ce côté, Maximilien vola dans les bras de sa mère, et passant ses deux bras autour de son col, il la serra tendrement et mouilla son visage de ses larmes. La comtesse et son fils restèrent longtemps embrassés, la joie, le saisissement de tristes souvenirs, causés par l'assurance de la perte du comte, les empêchaient de s'exprimer autrement que par des caresses et des larmes. Le beau charbonnier et sa femme, présents à ce spectacle, étaient émus jusqu'au fond de l'âme. Enfin, lorsqu'elle put parler, la comtesse dit « Je vous rends grâce, mon Dieu, de m'avoir fait retrouver mon enfant. Je mourrai contente à présent que je l'ai vu. Faites, Seigneur, qu'il croisse en vertu et en sagesse. Rendez-le heureux et honnête homme. » Après cette courte et fervente prière, la comtesse s'adressa au charbonnier et à sa femme. Elle les remercia des soins qu'ils avaient donnés à son fils et leur fit promettre de se rendre avec leur famille au château de Steinberg pour y passer leurs jours. François donna sa chaumière à un pauvre fendeur de bois qui jusqu'alors l'avait haï et lui avait fait tout le mal dont il avait été capable. Le charbonnier suivait cette belle maxime: ne vous vengez jamais qu'à force de bienfaits. Un honnête homme n'a pas de plus grande satisfaction que de faire le bien à son ennemi. François se rendit avec sa famille au château de Steinberg, non pour y vivre dans la mollesse, mais pour se rendre utile à la reconnaissante dame qui le traitait avec tant de bonté. La comtesse fit élever les enfants du bonhomme avec tout le soin possible, sans cependant les sortir de leur état. Elle en fit des laboureurs, instruits et aisés selon le vœu de leur père, qui n'aurait jamais consenti à les voir changer de condition. Car il avait su résister par sagesse aux propositions brillantes du jeune Maximilien, qui voulait faire un partage égal de sa fortune entre ses frères et leur donner dans le monde un état honorable. Le jeune comte n'oublia jamais les bienfaits du charbonnier. Il l'aima toute sa vie avec tendresse et remplit à son égard tous les devoirs d'un bon fils envers son père. On apprit dans la suite que les voleurs qui avaient assassiné le vieux comte avaient péri sur un échafaud. C'étaient la plupart des enfants de bonne famille qui, dans leur première jeunesse, avaient été paresseux, désobéissants, menteurs. Ils n'avaient jamais eu de respect pour leurs parents, ni de crainte de déplaire à Dieu. Ils commencèrent à voler pour satisfaire leur gourmandise, ensuite pour jouer avec leurs camarades. Enfin, étant devenus odieux à leur père et mère, qui les voyaient se perdre tous les jours, ils s'échappèrent de la maison paternelle et s'associèrent à des brigands. Quand madame Belmont eut fini l'histoire de Maximilien, elle dit à Mimi qu'il était temps de s'aller coucher. Mimi en eut du chagrin. « Va, ma bonne, lui dit cette dame, je te promets pour demain une histoire beaucoup plus longue. C'est celle de Zozo. »« Celle de Zozo, maman? Zozo a-t-il une histoire? Ah, c'est bien drôle. Oui, l'histoire de Zozo. Avant de venir ici, ta poupée a appartenu à plusieurs demoiselles. Je te conterai les raisons qu'on a eues pour la donner, et comment elle est sortie de leurs mains. Tu pourras profiter de leur exemple. Ah, je vois, c'est plutôt l'histoire des petites demoiselles que celle de Zozo. Tu as trop d'esprit pour en juger autrement. À demain donc. J'espère que tu ne t'ennuieras pas. Le lendemain, Mimi ne manqua pas de prier sa maman de remplir sa promesse. L'histoire des Zozo, ma petite maman, je vous en prie. Je le veux bien, Mimi, mais il faut lire auparavant. Ensuite, nous prendrons chacune notre ouvrage et je te raconterai les aventures de Zozo. Mimi lut parfaitement bien. Elle apporta sa petite chaise et son ouvrage, et s'étant mise à travailler, madame Belmont commença ainsi.
Histoire de la poupée. Ta poupée, ma chère Mimi, a été faite à Lyon. Elle a été commandée exprès. Elle a coûté beaucoup d'argent. Zozo avait une garde-robe complète, un lit comme une grande demoiselle, une commode pour serrer ses affaires. C'était pour une petite fille un présent considérable, car, indépendamment de toutes ces choses, Zozo avait des boucles d'oreilles de perles fines, un collier pareil, une robe superbe et le reste de sa toilette de même, parce que la grande dame qui l'avait fait faire désirait que toute cette parure servît à la petite demoiselle à laquelle elle l'a destinée. C'est pourquoi Zozo est aussi grande que toi. Tout le temps que cette élégante poupée fut chez la marchande, on venait la voir des quatre coins de la ville, car jamais personne ne s'était avisé de mettre tant d'argent pour un simple joujou. Mais la dame qui voulait faire ce présent avait l'intention de récompenser le mérite d'une petite fille qui fut un modèle de piété filiale. C'est de cet enfant dont tu vas attendre l'histoire. Eugénie, première maîtresse de Zozo. Il y avait dans les prisons de cette ville un monsieur d'un grand mérite persécuté injustement. Sa famille l'allait voir, mais dans la crainte de paraître suspecte, elle n'osait pas se rendre à la prison aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Une petite fille de 5 ans prit sur elle de donner à son malheureux père les consolations qui étaient en son pouvoir, jusqu'au moment qui devait décider de son sort. Elle allait chaque jour, matin et soir, visiter son père. Leste, caressante, pleine de saillies et de la plus jolie figure du monde, cette charmante petite fille ne manquait jamais à son devoir. Ces vainement que les guichetiers lui résistaient, elle parvenait à les fléchir par ses instantes prières. Quand elle était refusée nette, elle attendait patiemment un moment favorable et parvenait à entrer en se glissant sous les bras de ceux qui se présentaient. Alors, courant à toutes jambes, tout essoufflée, elle allait trouver son père, qu'elle caressait, qu'elle embrassait 1000 fois, avec lequel elle riait et pleurait tour à tour. Cet aimable enfant semblait avoir conçu toute la profondeur de l'infortune qui accablait son père, et la nécessité de le soustraire à ses chagrins. Elle lui racontait tout ce qu'elle avait pu recueillir de plus intéressant, et les petites anecdotes de sa famille qui pouvaient l'arracher à sa douleur. Cette aimable petite était devenue un objet d'attente et de distraction pour tous les prisonniers. En sortant, elle se chargeait de faire leurs petites commissions et les laissait dans l'admiration d'une tendresse filiale qui, pour être précoce, n'en réunissait pas moins tous les caractères qui rendent cette vertu aussi intéressante qu'honorable. Madame la princesse, qui s'intéressait aux prisonniers, eut assez de pouvoir pour lui faire rendre justice. Elle accabla la chère petite des plus tendres caresses et lui envoya la belle et riche poupée qu'elle avait fait faire à son intention afin de récompenser son attachement pour son père. Mais l'aimable enfant l'eut à peine reçu que de nouvelles persécutions forcèrent son père et sa mère d'abandonner leur pays. La petite fille laissa sa belle poupée à une de ses parentes, dont je vais te parler à présent. Mais comment trouves-tu la première maîtresse de Zozo? Oh maman, une petite fille bien gentille. Je voudrais bien lui ressembler. Elle aimait bien son papa. Moi j'aime bien aussi le mien, mais je n'aurais pas autant d'esprit qu'elle. Tu en aurais de même, Mimi, si tu nous aimais tendrement et que nous fussions en danger. Oh maman, si je vous aime, en pouvez-vous douter? Non, ma bonne amie, je n'en doute pas. Ma petite fille que je chéris, pour laquelle je sacrifie tout, ne peut pas être une ingrate. Voyons en quelle main Zozo est tombé.